Salut, je suis avec Stan Carré sur la chaîne Vivre Introverti aujourd'hui pour une nouvelle interview. Je suis Stan depuis un petit moment enfin un bon moment déjà sur YouTube et j'apprécie beaucoup son énergie, tout ce qu'il partage à travers ses vidéos. Donc je me suis dit ça va être intéressant de pouvoir partager son énergie, son point de vue via la chaîne. Donc, bienvenue Stan, comment tu Merci vas? Stéphane, merci de me recevoir sur ta chaîne. Je suis très heureux et je suis heureux de participer à cette interview. Et je vais bien. Et là, tu m'interviews après une journée de travail. Donc voilà, ça fait du bien de terminer la journée comme ça pour moi. Je suis très heureux. Génial, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, toi, tu es au Maroc en ce moment, Stéphane, c'est ça? Ouais. Ah, super. Ah, moi, je suis en France. Alors, excuse-moi, je vais répondre à ta question. Alors, est-ce que je peux me présenter? Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, coach en développement personnel et écrivain, et j'ai une chaîne YouTube et j'organise des retraites spirituelles. Donc ça, c'est un peu ce que je fais dans mon travail en ce moment. Est-ce que ça te va comme présentation? Ouais, super. Et tu sais, Stan, j'ai lancé une nouvelle chaîne justement sur l'introversion qui s'appelle Vivre Introverti. Avant, j'avais une autre chaîne YouTube que j'ai mis de côté pour l'instant. Euh, j'ai été voir sur ta chaîne en fait si tu en avais parlé ou pas. Et j'ai pas vraiment trouvé de vidéo sur l'introversion. Mais tu as souvent parlé de l'hypersensibilité, par exemple, qui est très proche. On en parlera plus tard. Tu peux me dire si tu es déjà familier avec ce terme introversion, extraversion, et où est-ce que tu te situes, toi? Alors, moi, pour te répondre, l'introversion, c'est vrai que c'est un sujet que je n'ai pas du tout étudié, je n'ai fait aucune vidéo là-dessus, contrairement à toi qui en as fait plusieurs sur ta chaîne. J'ai vu ça, tes nouvelles chaînes, tes vidéos, c'est top ce que tu partages. Après, moi, c'est un terme avec lequel je suis pas familier, dans le sens où je l'ai pas étudié, je sais pas trop ce que ça veut dire, et voilà, j'ai pas d'infos par rapport à ça sur l'introversion, l'extraversion. Mhm. Ok. Et tu veux que je te dise en deux mots, vite fait, pour comprendre ou tu as... Avec plaisir. Ouais. Bah, en fait, c'est assez simple à comprendre. Les introvertis, ils rechargent leur énergie dans le silence, dans le calme, dans leur cocon. Tu vois, ils ont vraiment besoin de se retrouver. Et quand ils sont en contact de beaucoup de monde, leur énergie se diminue très rapidement. Tandis que le caractère extraverti, lui, recherche plutôt le contact avec les autres. Et c'est de cette façon-là qu'il se recharge. Maintenant, tu as beaucoup de gens qui sont aussi entre les deux, qui sont, on dit, ambivertis. Et c'est comme une échelle, tu vois, tu te situes à différents degrés selon l'individu. C'est un peu ça. D'accord. Bah, de ce que tu me dis, après, je pense que sur l'introversion, tu m'en as dit juste très peu, un résumé grossi, et que c'est plus profond que ça, bien entendu. Ouais. Mais après, moi, j'ai l'impression que je suis un peu des deux, parce que j'ai besoin de passer du temps seul pour me recharger, de passer du temps seul avec moi-même. Enfin, c'est quelque chose que j'ai réalisé récemment, qui est vraiment important pour moi. Je l'avais pas réalisé précédemment, mais je l'ai réalisé récemment dans ma vie. Mais j'aime aussi avoir du contact avec les autres et j'ai aussi besoin de contact avec les autres et ça me fait aussi du bien, ça me nourrit aussi. Donc les deux me font du bien. Ouais, bien sûr. Et les introvertis, ils cherchent surtout un contact assez ciblé, tu vois, plutôt avec une personne ou deux personnes. C'est ça le. Ils se sentent plus à l'aise comme ça. Par contre, tu as parlé beaucoup d'hypersensibilité, enfin, tu en as parlé régulièrement sur ta chaîne. Et il y a justement deux tiers des hypersensibles qui sont introvertis. Par rapport à l'hypersensibilité, c'est quoi la définition par rapport à tout ce que tu as compris là-dessus? Donc tu souhaites avoir ma vision ou ma définition de l'hypersensibilité, c'est ça? Ta vision plutôt, ouais. Alors ma vision de l'hypersensibilité, c'est qu'il y a plusieurs formes ou types ou catégories d'hypersensibilité. Et c'est le fait d'avoir quelque chose, des sens ou une capacité de perception ou de ressenti qui est plus élevée que la moyenne. Donc c'est pour ça hypersensible, parce qu'il y a des sens qui sont, enfin du moins c'est comme ça que je le perçois, on a soit des sens, soit une empathie, soit une capacité de perception de l'état émotionnel ou collectif ou de nos propres émotions qui sont plus développées ou plus accrues que la moyenne des personnes.
Donc, ça va générer différents symptômes selon le type d'hypersensibilité de la personne. Les symptômes, ça peut être des symptômes positifs ou des symptômes négatifs ou neutres. Les symptômes négatifs, ça peut être qu'on est dérangé par le contact de certains vêtements ou qu'on est dérangé beaucoup plus par le bruit ou par la lumière ou par quand il y a trop de choses dans notre champ de vision, ce genre de choses. Ça peut être aussi l'empathie plus développée qui va permettre de ressentir beaucoup plus l'état émotionnel d'autrui. Et donc ça, en soi, c'est pas négatif, c'est neutre et ça peut même être très positif, mais on peut développer des choses négatives en retour du style que bah, si on a l'habitude de percevoir l'état émotionnel d'autrui, il y a beaucoup de personnes qui vont avoir l'habitude d'essayer de rendre les autres heureux ou de faire en sorte que les autres ne souffrent plus ou d'essayer de se suradapter aux autres pour ne pas créer de vagues ou ce genre de choses. Ça peut faire de la souffrance. Mais il y a aussi pas mal de positifs du style que, comme les émotions sont plus intenses en général aussi chez les hypersensibles, eh bien, il y a aussi une sorte de besoin de se connaître, de se comprendre et de dépasser la souffrance qu'on n'aurait pas eu si la souffrance était à un niveau acceptable. Ouais. Et on peut aussi profiter des choses qui font plaisir, avec plus de plaisir. Et quand il y a du bonheur ou de la paix, c'est plus présent en fait que chez les personnes qui sont pas forcément hypersensibles. Du moins, c'est la vision que j'en ai en tout cas. Et par rapport au retour que tu as dans tes vidéos ou tes coachings sur les personnes hypersensibles, est-ce que c'est majoritairement les gens le prennent comme une force ou plutôt comme une difficulté? Alors, il y a les deux. Le plus que je rencontre, c'est, enfin, dans mes vidéos en commentaire, il y a pas mal de personnes qui voient ça comme une difficulté et ou comme quelque chose de difficile ou comme une fatalité ou un truc dans le genre. Mais Hmm. dans mes consultations, il y a pas mal de gens qui me disent qu'ils sont hypersensibles et qu'ils ont telle difficulté à cause de l'hypersensibilité, mais qu'ils sont conscients qu'ils peuvent aussi faire de l'hypersensibilité une force. C'est des gens qui sont peut-être conscients de leurs difficultés, mais qui peuvent aussi en faire une force. Donc, c'est un peu un point de vue neutre ou objectif. Ok. Et j'ai vu dans ton interview avec Marion que tu disais que ouais, tu ne te mettais pas l'étiquette d'hypersensible, mais est-ce qu'il y a certaines caractéristiques dans lesquelles tu te reconnais personnellement? Euh, oui, je me reconnais dans certaines caractéristiques de l'hypersensibilité au niveau physique et émotionnel. Et au niveau physique, parce que bah, j'ai pas mal. Déjà au niveau du bruit, j'ai une sensibilité beaucoup plus accrue, donc je Hmm. suis facilement, j'entends beaucoup plus les bruits parasites et je suis pas mal dérangé par les bruits parasites. Donc il faut que j'ai un environnement de travail qui soit très calme. Il suffit Ouais, qu'il y ait moi un aussi. peu de bruit. À toi aussi, il suffit qu'il y ait des bruits répétitifs et ça y est, tu peux te concentrer. Ouais. Aussi au niveau physique, au niveau des textures physiques sur mon corps ou sur ma peau, mais surtout au niveau de mes émotions et de mon empathie, je pense. Parce que mes émotions, c'est-à-dire que ben, moi, je ressens mes émotions très fort. Et donc, quand j'ai une émotion de souffrance, du style un doute ou une angoisse ou un truc dans le genre, ben, en fait, c'est pas genre il y a vite fait l'émotion et d'autres trucs, c'est genre il y a que l'émotion. Hmm. Et aussi, au niveau de l'empathie, j'arrive assez bien, naturellement, à ressentir l'état émotionnel ou cognitif de mon interlocuteur. Donc, je perçois, je sens, sans me référer, peut-être comme toi, probablement, mais sans me référer à des indicateurs mentaux mesurables, j'arrive à sentir juste dans quel état est mon interlocuteur. Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il va pas bien? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est concentré? Ou est-ce qu'il m'écoute pas? Ce genre de choses. Bon, c'est pas grave, hein, Hmm. c'est juste ce que je perçois en fait. Ouais, ouais. Et on pourrait même dire qu'à un certain niveau, quand tu l'as vraiment accueilli, je sais pas si c'est le bon mot, mais ça peut devenir un super pouvoir aussi. Clairement. Toi, tu as réussi vraiment à être en harmonie avec tout ça? Oui, moi, l'hypersensibilité, je sais que ça a du bon, beaucoup. Après, c'est clair que si j'étais moins dérangé par les bruits parasites, c'est cool. Enfin, pour reprendre l'exemple que j'ai cité, bien sûr. Et au niveau de mes émotions, ben, je les ressens super fort, mais je sais que c'est bon parce que grâce à ça, je laisse pas une souffrance perdurer jusqu'à ma mort, mais je suis obligé de la régler, donc j'évolue, donc c'est cool. Mhm. Après, je ressens encore des émotions de souffrance par moment. J'ai moi aussi des challenges personnels, des choses sur lesquelles je dois me pencher ou à dépasser, bien entendu. Mais après, je suis pas du tout en conflit avec l'hypersensibilité. C'est la vie, c'est comme ça et je progresse dessus. Je me dis pas c'est la faute de l'hypersensibilité, c'est mal, mais je me dis plutôt il y a un problème,
faut que je le règle en fait. Ouais, et puis c'est fort lié à quel état d'esprit tu veux cultiver dans ton quotidien. C'est ça. Et Stan, pour un homme hypersensible ou juste... parce que moi, je suis comme toi, tu vois, je me définis pas hypersensible, même si je me reconnais dans certaines caractéristiques. Mais je dirais qu'en fait, je suis simplement un homme qui est sensible, tu vois. Euh, Est-ce que c'est plus difficile, en fait, en tant qu'homme, de parler de ça ou de dire oui, je suis un mec sensible? Mais je sais pas, je l'ai jamais dit moi, comme ça. Donc je sais pas trop. Je m'exprimerai pas forcément moi personnellement comme ça. Je respecte ta façon de t'exprimer, hein, bien sûr, mais c'est pas forcément les mots que je trouve. Mais Ouais. c'est vrai que c'est pas mal de. Mais je me suis pas assez penché dessus me concernant, je dirais. C'est pas mal de le reconnaître et d'arriver à l'exprimer à l'entourage. Comme ça, ils arrêtent de nous dire. Enfin, pour certains membres de l'entourage, bon, moi j'en ai pas spécialement comme ça dans mon entourage, mais c'est pas mal comme ça, les membres de notre entourage, ils arrêtent de nous dire tu devrais pas le prendre comme ça, tu devrais le prendre différemment, tu devrais faire ça, ce genre de trucs. Hmm. Ou ils arrêtent d'essayer de nous aider, alors qu'en fait on n'a pas de problème, mais on est juste comme ça. Donc c'est peut-être bien de l'exprimer, mais on n'est pas obligé de dire je suis un mec sensible, tu sais, et comme ça, si tu y arrives, tu peux, c'est cool. Mais s'il y a des gens qui ont des difficultés avec le fait de s'exprimer de la sorte, peut-être qu'ils peuvent simplement décrire leurs caractéristiques et dire qu'ils ont telle sensibilité plus développée ou des capacités plus accrues ou ce genre de trucs, et que ça engendre tels symptômes. Donc, l'expliquer de cette manière aussi, ça peut résoudre le problème, je pense. Qu'est-ce que tu en penses, Stéphane? Oui. Après, je le voyais pas dans le sens, je vais rencontrer quelqu'un, je vais lui dire, ouais, en fait, je suis un mec sensible, mais plus dans le sens de, de la connaissance de soi, tu vois, de savoir qu'on a cette sensibilité qui est là, qui est présente et ne pas la renier en tant qu'homme. Ouais, je pense que c'est important. Parce que je suis bien d'accord avec toi, hein, merci pour ce partage, et ça me fait une piqûre de rappel aussi, comme on dit. J'ai cette sensation. Parce que bon, c'est important, parce que comme ça, on s'accepte mieux, et on arrête de croire qu'on a un problème de ressentir telle ou telle chose. Et je pense que plus on accepte cette sensibilité, et plus ça nous permet de nous accepter comme on est, et d'arrêter d'essayer de se changer ou de se corriger, ce genre de choses. Ouais. Donc ouais, je Et, pense que c'est très important. et justement, l'accueil de soi, l'accueil de qui on est-ce que ça fait partie des clés, d'après toi, du développement de chaque humain? Oui, je pense que accueillir qui on est, accepter qui on est, c'est une des clés principales du développement de chaque humain. Pour moi, c'est mon avis en tout cas. Et tu Parce sais, que si on accepte... ouais. Oui, oui, vas-y, je t'en prie. Non, excuse-moi. Je disais, j'ai supprimé le mot accepter de mon langage et je le remplace par accueil, accueillir ou accueil. Je trouve ça plus doux et ça me parle C'est vrai. plus. Moi, j'utilise aussi constater souvent. Ouais. Ça se rejoint dans le sens où si tu fais le constat que c'est comme ça, ben voilà, c'est un peu la même chose. Et dernièrement, j'ai aussi remplacé le fameux lâcher prise par laisser couler. Et des fois, il n'y a même pas de prise en fait. Bah oui. Des fois, on peut même pas lâcher prise, on peut juste constater qu'on n'a pas de prise. Hmm. Et Stan, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ton activité niveau coaching. Comment ça se passe concrètement, cette activité dans ta vie et comment ça se passe le lien avec les personnes que tu coaches? Donc, tu veux savoir comment se déroule une consultation de coaching ou plutôt comment moi je le vis dans mon quotidien? Les deux. Alors, je vais répondre à ce que je pense avoir compris. Après, n'hésite pas à me poser d'autres questions pour préciser si tu le Ouais, souhaites. bien sûr. Ouais. C'est avec plaisir. Alors, moi, mon activité de coaching, alors, je te prie de patienter, je vais juste couper mon ventilo, d'accord? Ok. Merci. Il Alors, fait chaud chez toi? ouais, quand même. Et chez toi? On est dans les 30 degrés pour l'instant. Ah ouais, d'accord. Ouais, chez moi, il fait peut-être moins chaud à l'extérieur, mais je suis au quatrième et dernier étage, donc il fait un peu chaud. Ah ouais.
Alors, merci pour ta question, Stéphane. Mon activité de coaching, je peux d'abord t'expliquer comment se déroulent mes consultations, mon accompagnement. Ouais. Euh, alors, mes consultations, c'est des rendez-vous qui durent 1 heure et demie, qui se font par Skype, Messenger ou téléphone. Donc, moi, mon but en consultation, c'est d'aider une personne à dépasser une problématique à laquelle elle est confrontée. Donc, je lui pose d'abord quelques questions sur son cadre de vie présent, c'est soumis au secret professionnel et ça prend quelques minutes. Ensuite, je laisse la personne exposer la problématique ou les sujets qu'elle souhaite travailler avec moi. Mon but, c'est de comprendre la personne qui est venue me consulter, c'est de comprendre la personne, de comprendre sa problématique, de comprendre l'aide que je peux lui apporter et ensuite de l'aider à dépasser son problème ou à atteindre ses objectifs. C'est un peu la même chose, ça dépend juste comment on le prend. Ouais. Mais voilà, les différentes solutions que je peux aider la personne que je peux proposer à la personne, c'est soit établir une stratégie et un plan d'action, des choses qu'elle peut effectuer pour atteindre ses objectifs, soit d'acquérir une nouvelle compréhension de la situation pour y voir plus clair, pour se débloquer, soit un entraînement de l'esprit grâce à la sophrologie pour arriver à reparamétrer son système de pensée pour dépasser des émotions de souffrance qui persisteraient malgré une nouvelle compréhension des choses. Mhm. Est-ce que ça répondait à ta question? Ah ouais, carrément. Et au niveau de la forme, est-ce que tu fais des séances one shot juste une fois ou tu fais des accompagnements sur 2 mois, 3 mois, 6 mois? Tu as plusieurs formules? Oui, ça dépend de ce que la personne veut. Mhm. Donc, je fais soit des séances one shot, j'appelle ça aussi comme ça, ou en gros, c'est quand les gens ils veulent avoir juste un rendez-vous pour y voir plus clair, pour Un coup de échanger avec pouce. moi, ou Mhm. pour avoir un coup de pouce, ou des idées, ou une nouvelle stratégie, ou pour essayer de se débloquer face à une problématique. Ou bien on peut faire un accompagnement à court terme, par exemple 3-4 séances pendant un petit moment, et après la personne elle sent qu'elle n'en a plus besoin. Ou bien on peut faire un truc sur le long terme en continu, ou bien on peut faire des trucs ponctuels. Une personne qui prend une consultation et 3 mois plus tard elle se dit bah tiens j'en aimerais bien une autre, elle me contacte et puis voilà. Et ça, C'est en fonction du c'est besoin de la personne. hmm. C'est pas forcément quelque chose que tu définis sur ton site internet, tu fais au feeling, c'est ça? C'est ça, en fonction du besoin de la personne. Donc, c'est pas des Hmm. packs ou des programmes de coaching. C'est à la fin de chaque consultation, la personne, elle choisit est-ce qu'elle veut prendre rendez-vous maintenant et fixer un autre rendez-vous, ou bien est-ce qu'elle ne le souhaite pas, ou bien est-ce qu'elle souhaite me rappeler quand ce sera le moment pour elle. Enfin voilà, c'est comme la personne veut. Il y a pas d'engagement à part le prochain rendez-vous qu'on prend. C'est le seul engagement. Et est-ce que tu mets des limites au niveau des personnes, du nombre de personnes que tu prends? Comment tu t'organises? Alors moi, je mets des limites en fonction de l'emploi du temps de la semaine que je remplis. Ouais. Donc, j'ai un certain nombre de créneaux que j'accorde aux consultations dans la semaine et une fois qu'ils sont pleins, ils sont pleins et donc faut passer à la semaine suivante. Une fois que la semaine suivante est pleine, faut passer à celle d'après et ainsi de suite. Hmm. L'organisation, c'est super important, Oui, sinon c'est le dawa, hein. hein. Non, mais je rencontre en cours souvent des gens qui n'ont aucune notion de l'organisation, mais pour moi, c'est une des clés du succès, hein. Je suis d'accord. Enfin, l'organisation, tu veux dire, qu'est-ce que tu nommes l'organisation? Bah, de prévoir déjà ta semaine, la semaine suivante et de savoir tel jour il y a ça, tel jour il y a ça. Ouais, de prévoir mon emploi du temps, de le Ouais. décider à l'avance, en fait. Mhm. Je pense que c'est important parce que enfin, bon, rien que si on prend des rendez-vous et qu'on fait une activité, comme toi, tu organises des retraites, et si on fait une activité, enfin, je crois que tu as un peu ralenti sur les retraites, mais que tu en organises toujours, c'est ça? Bah écoute, cette année 2020, j'ai bien l'impression qu'elle est perdue, entre guillemets. Donc, j'espère faire la retraite d'octobre et de novembre. Sinon, ça va reprendre 2021. Moi, je le sens bien, hein, c'est comme au novembre, c'est comme dans 5 mois, il y a des chances que les frontières soient ouvertes d'ici là, hein. Je te le souhaite en Oui, tout cas. on espère. Du coup, je pense que l'organisation, c'est important parce que, enfin, ça dépend pour qui, mais si on a des objectifs et qu'on a envie de croissance, je pense que c'est important. Après, les gens qui n'ont pas spécialement d'objectifs et qui vivent sans se fixer des objectifs précis ou qui se laissent porter ou qui n'ont pas de limite de temps ou Mhm. pour les atteindre ou autre, c'est pas obligé de s'organiser. Mais c'est Ouais. clair que si tu as un plan et tout, il faut s'organiser parce que
sinon, il n'y a pas de croissance constante, du coup, et du coup, il y a de l'insécurité qui se crée par rapport à là où tu en es, ce que tu vas atteindre, et tu mets pas des trucs en place, et donc il n'y a pas de résultat qui augmente, tu stagnes, tu te rends compte que tu as toujours le même rêve, mais tu n'as toujours pas avancé, tu es toujours dans la même situation, mais le temps avance, et ainsi de suite. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai adopté un système qui me plaît bien, c'est de me bloquer des objectifs sur 90 jours. Tu vois, ça me fait 3 mois. Et de rester focus là-dessus durant ces 90 jours. Et après, je fais chaque fois un petit bilan. Est-ce que je continue? Qu'est-ce que j'améliore ou pas? C'est C'est Antoine BM qui parle de ça, non? Stan Leloup. Ah, Stan Leloup, oui, j'avais vu sa vidéo, j'ai confondu, mais je regarde les deux, c'est pour ça, j'aime bien leur continuer à tous les deux. Ouais, sur 90 jours, c'est pas mal, c'est pas mal. Je le fais pas, mais je trouve que ça a l'air bien cool. Ouais. Et tu apprécies justement des mecs comme Stan, comme Antoine, qui aident les entrepreneurs à se développer sur Internet? Alors, je les connais pas personnellement, mais j'apprécie ce qu'ils font et j'aime bien regarder leur contenu et je trouve que c'est assez riche. Donc, j'aime bien ce qu'ils font, ouais, en effet. Et dis-moi, quand tu t'es lancé sur YouTube ou sur Internet en général, est-ce que tu t'es intéressé justement au marketing pour développer ce que tu proposais? Euh, donc, la question, c'est est-ce que quand j'ai commencé à me lancer, est-ce que j'ai étudié le côté marketing, c'est ça? Ouais, Un peu, mais c'est pas trop mon fort. Et puis, je sais pas, ça m'intéresse pas beaucoup, mais je sais que c'est important. C'est plus le côté organisation de ce que je propose qui m'intéresse plutôt que de comment le vendre, en fait. mhm, Je dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire, hein, c'est juste comme ça que moi je procède. C'est que j'essaie de créer le contenu le plus pertinent possible dans mes vidéos, en consultation aussi, bien entendu. Mais ça, c'est pas quelque chose de public, c'est quelque chose de privé. ouais, Et après, si les gens dans mes vidéos, je veux faire en sorte que mes vidéos elles soient visibles, donc je travaille le référencement. Et le but, c'est que les gens, ben, quand ils ont du contenu pertinent, ils vont peut-être avoir confiance en ma capacité de les aider parce que je les ai déjà aidés à travers mes vidéos. bien Donc ils vont sûr. savoir que peut-être moi, j'ai la capacité de les aider. Et donc s'ils le souhaitent, ils pourront prendre une consultation dans laquelle je ferai de mon mieux également pour les aider. Ouais, bah, YouTube est un outil merveilleux pour nous. C'est clair, vive YouTube. Et ça crée vraiment un lien de proximité. Je sais pas comment tu le ressens, mais quand tu as créé ta tribu, entre guillemets, il y a vraiment des liens forts qui peuvent se produire entre toi et tes abonnés. Je sais pas comment tu le vis, toi, de ce côté-là. Parce que tu as une grosse communauté maintenant. Bah ouais, en effet, au moment où je fais cette vidéo, je crois que ma chaîne, qui a 108 000 personnes abonnées à ma chaîne YouTube actuellement. Du Félicitations. coup, merci. Et c'est gentil. Et du coup, bah, je pense qu'avec certaines personnes, je peux créer des liens avec certaines personnes abonnées ou sur ma page Facebook, où je peux créer des liens. Enfin, il y a plusieurs catégories en fait de liens, dans le sens Mhm. où il y a des personnes avec lesquelles peut-être je vais échanger des messages sur YouTube ou des commentaires sur YouTube ou dans le chat des premières vidéos, ce genre de trucs. Et c'est souvent des personnes que je retrouve assez souvent. Et du coup, ben voilà, je peux les saluer, ce genre de trucs, c'est assez cool. Je demande les avis des personnes aussi, donc je fais souvent des sondages pour Ouais. voir ce que les personnes veulent comme vidéo, ce genre de choses. Donc ouais, ça peut créer des liens. Je réponds à mes commentaires quand je peux et voilà, ouais, c'est pas mal. Mhm. Ouais, c'est un outil super cool en tant que créateur parce que tu sens vraiment que ce que tu partages fait résonance avec d'autres personnes. Et moi, je trouve ça génial. Moi aussi, surtout les commentaires quand ils disent merci pour la vidéo, c'est vraiment ce que je vis, ça m'a aidé, ce Ouais, genre de trucs, j'aime bien. Enfin, c'est pas mal d'avoir des gens qui interagissent avec ce qu'on fait et que je sais que je fais ça et qu'il y a des gens qui vont le regarder, qui vont se nourrir, qui attendent enfin, qui attendent dans le sens où ils sont, enfin, ça leur apporte quelque chose en fait et qui aiment bien regarder ce que je fais, donc ça motive à continuer. Et aussi les liens avec les personnes que je rencontre en retraite spirituelle, par exemple, ça mhm. c'est grave cool. Ouais, c'est des liens hyper forts dans les retraites. Ouais, c'est cool. Franchement, j'adore ça. J'ai hâte de faire les suivantes. Et pour rester sur YouTube, tu te rappelles quand est-ce que tu as commencé? C'était il y a combien de temps?
Alors, je sais plus si c'était en fin 2015 ou en début 2016 Ok. que j'ai posté la première vidéo. C'était une méditation guidée. Voilà. Et là, donc, comme tu as dit, tu as réussi à passer le cap des 100 000 abonnés. C'est un cap super important. Alors, à mon avis, là, avec ton expérience, le chiffre n'est pas forcément important pour toi, mais quand tu démarres YouTube, imaginer d'avoir 100 000 abonnés, c'est un truc de fou. Euh, alors, j'ai deux questions. Comment tu as vu cette progression de 0 à 100 000 et est-ce qu'avec le recul, finalement, ce serait pas aussi possible de créer un lien, même avec une petite audience? Comment tu vois les choses? Ok, bah déjà je vois que c'est pas moi qui ai 100 000 abonnés, c'est ma chaîne YouTube, c'est le contenu que je partage. Mhm. Les gens ils s'abonnent peut-être parce qu'ils aiment bien ma personnalité ou autre, mais surtout parce qu'ils aiment bien le contenu que je partage, je pense, du moins c'est mon avis, et que ça leur apporte. Enfin, chacun s'abonne pour diverses raisons, mais voilà, je considère que c'est surtout ma chaîne qui a 100 000 abonnés. Après, bah, c'est le travail que j'ai mis dedans. La Mhm. progression que je vois de 0 à 100 000 abonnés, c'est en fait, moins j'avais d'abonnés, plus je voulais en avoir, et plus j'ai d'abonnés, plus ça va en fait. Donc au départ, quand j'en avais vraiment pas, quand j'en avais même pas 100, tu vois, je me disais, je veux beaucoup d'abonnés. Enfin, je pensais pas du tout comme maintenant. Et du coup, j'ai été pas mal déçu parce que j'avais des attentes, ce qui est Ouais. logique. Mhm. Et petit à petit, avec le temps, bah, en fait, j'ai appris à m'aligner sur la réalité et à aligner mon esprit sur la réalité, à voir comment ça progressait et à calmer mon esprit par rapport à ça. Et du coup, ben, en fait, j'ai plus de désir par rapport à ça, ou j'ai plus forcément d'objectif spécial par rapport à ça. Enfin, c'est cool quand il y a un cap, genre si je suis à 150 000, c'est sympa, je vais être un peu content, mais vite fait, enfin, pas spécialement, enfin, vite fait, quoi. Ouais. Donc voilà, je suis content de ce que j'ai construit et de ce que je partage et de ce à quoi ressemble ma chaîne YouTube et des personnes que ça aide, mais je suis pas focus du tout sur le nombre d'abonnés en lui-même. Ouais. Bon, en tout cas, félicitations parce que le, le truc de YouTube, c'est que c'est un marathon. Il faut vraiment tenir dans la durée. Et à un certain moment, ça décolle et là, tu maîtrises plus rien. Ça fait que de monter. Donc, je dirais qu'il faut pas mal de persévérance pour réussir finalement. Exactement, tout à fait. Et et tu m'avais posé une deuxième question. Tu m'avais dit, est-ce qu'on peut entretenir une relation même avec une petite audience? Donc, ça dépend si l'audience suit tes vidéos ou pas. Enfin, si tu as des gens qui regardent régulièrement les vidéos, même si tu as genre 500 abonnés, Ouais. si tu as, si t'as genre 100 abonnés de tes 500 qui regardent régulièrement tes vidéos, bah ouais, tu peux entretenir une relation avec une petite audience et, euh, et avoir les mêmes personnes qui commentent souvent, leur répondre, enfin, ce genre de choses. Ouais, c'est tout à fait possible. C'est assez cool même. Ouais, là, je le vois, j'ai ouvert une nouvelle chaîne, tu vois. Et Ouais. dans les 30 premiers jours, j'avais, je sais pas, moins de 200 abonnés. J'ai sorti une formation directement, une formation payante. Et j'ai réussi à faire des ventes. Donc, le système fonctionne. Mais souvent, quand tu démarres, tu as toujours l'impression faut arriver à 1000, à 2000. Mais tu peux commencer assez rapidement, hein. Exactement, tout à fait. Tu peux commencer à... Bah, faut se lancer en fait, je pense. C'est ça. Et ce que tu disais aussi, c'est la qualité qui est importante, que tu mets dans ton contenu et dans ton lien avec les personnes. Ouais, c'est la pertinence du contenu, je pense, qui est importante. Je pense, mon avis, c'est qu'il faut trouver le juste milieu entre professionnalisme et authenticité. Hmm. Ouais. Et dernier truc sur YouTube, est-ce que tu as encore des objectifs par rapport à ta chaîne et comment tu vois l'évolution dans les futures années? Eh bien, j'ai pas d'objectif net et défini par rapport à ma chaîne. Pour l'instant, je vais continuer à faire ce que je fais et à partager comme je le fais. Après, je pense que, bon, là, on fait cette interview en période de fin de confinement. Je sais pas quand les gens la regarderont. Je veux dire, je sais que tu vas la poster dans pas trop longtemps, je Ouais. pense. Mais après, peut-être il y a des gens qui regardent cette vidéo, on est en 2028 ou je sais pas, tu vois. Big up aux viewers du futur. Alors,
Euh, je pense que dans le futur, je vais faire, maintenant qu'on va être déconfiné, je vais faire pas mal de voyages. Et j'ai envie de partager pas mal de vidéos en voyage, en fait. Ouais. Pas forcément des vidéos où je parle du voyage ou de la street food et tout. Je ne vais pas forcément faire ça sur la chaîne, mais plutôt faire des vidéos avec des paysages inspirants ou peut-être parler des voyages ou donner des conseils par rapport à ça. Je verrai comment ça va se développer. Mais je sais que si je développe pas mal le pan voyage de ma vie, je vais avoir pas mal envie de parler de voyage dans mes vidéos, peut-être d'expliquer à quel point c'est thérapeutique ou à quel point ça fait du bien. Peut-être, on va voir. Ou dans des Ouais. lieux inspirants, ou les beaux paysages qu'on peut croiser dans les autres pays. D'ailleurs, tu fais souvent tes vidéos dans des jolis cadres naturels. C'est un kiff pour toi aussi de partir en extérieur, de trouver un bon spot et de tourner. Merci. Oui, j'aime bien trouver des lieux inspirants. Pendant le confinement, j'ai fait plein de vidéos chez moi, mais voilà. Mais sinon, j'essaie de trouver des beaux lieux sympas, de jolis décors. En effet, j'y vais au lever du soleil, comme ça il n'y a personne, et comme ça il y a la bonne luminosité. Voilà, L'heure magique. comme on dit, ouais, c'est ça. Et un dernier truc par rapport à tout cet univers-là. Moi, là, j'ai adopté une méthode de fonctionnement de sortir des formations régulièrement à travers ma chaîne. Est-ce que toi, tu as déjà envisagé de sortir une formation ou pas du tout? Alors, en ce moment, toi, c'est ce que tu fais sur Vivre Introverti. Tu vas sortir des formations vidéo assez régulièrement, c'est ça? Ouais, j'en ai sorti deux déjà. Donc, je fais Elles cinq portent vies. sur quoi, les docs que tu as sortis? La toute première, c'était se libérer du regard des autres. Et Ok, la deuxième, c'était comment trouver sa place dans la société. Donc, un gros sujet. c'est clair. Et ouais, tu disais, je fais 5 vidéos, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, bah mon objectif là, c'est 5 vidéos par semaine et 1 à 2 formations chaque mois. Ok. Et du coup, tu voulais savoir si moi, je vais en sortir aussi des formations, c'est ça? Tu Est-ce que m'avais tu demandé ça. as, ouais, est-ce que tu y as pensé? Est-ce que tu l'as déjà fait ou pas? Alors, ta question tombe très bien, parce que oui, je suis en train de le faire. Alors, au tout début, quand j'ai lancé ma chaîne, j'ai commencé à faire, j'avais mis quelques formations et tout, mais bon, ça marchait pas, mais c'est normal, ça me plaisait même pas de les tourner, donc c'est clair, je mettais pas la bonne vibe dedans. Et Hmm. j'aimais pas le faire, en fait, et je le faisais parce que je voyais que les infopreneurs disaient, ouais, il faut faire des formations vidéo, revenu passif, gna, gna, gna. Mais en fait, ça me parlait pas. Ce qui me parlait, c'était de faire des consultations avec les gens, peut-être quelques conférences, et Mhm. c'est tout, quoi. Je faisais pas encore de retraite à l'époque. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, ça me correspond pas. Je vais pas m'acharner à faire un truc juste parce qu'il faut le faire si j'y prends aucun plaisir. Mais maintenant, j'ai bien envie de le faire. Et pas parce qu'il faut le faire, mais parce que je sens l'appel intérieur. Et je vais faire des formations aussi. Donc là, je suis depuis 7 semaines précises en train d'écrire la première. Donc voilà. Ouais, génial, ça fait plaisir. Merci. Merci Stéphane. Bah, je suis sûr que tu rencontreras un grand succès parce qu'il y a une demande pour ça et les gens en ont besoin aussi voilà, des fois, tu n'as pas toujours les moyens de te payer un coaching et une formation, ça te permet d'accéder à l'enseignement de la personne sans devoir payer des sommes trop importantes. Exactement. C'est pas mal. Ok, c'est cool. Alors, on va changer de sujet. Je Sur, t'en prie, avec plaisir. sur ta chaîne, tu parles souvent des pervers narcissiques. Je pense que c'est un terme aussi qui est assez recherché sur Internet. Sans rentrer trop dans le détail, mais tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est un pervers narcissique et en quoi ça peut être destructeur pour la personne? Alors, un pervers narcissique, c'est une personne qui a un trouble de la personnalité, enfin qui a une sorte de trouble mental qui va générer certains symptômes. Et il y a plusieurs couches ou plusieurs manières de l'expliquer. Je peux donner les symptômes si tu veux, ou après en parler un peu plus profondément de ce qu'il y a derrière. Mhm. Les symptômes, c'est quelqu'un qui va refuser de se remettre en question, qui va accuser l'autre d'être responsable de son propre comportement. Tu m'as mis en colère, tu m'as fait faire ça, c'est de ta faute si j'ai fait ça parce que toi, tu
a fait ça, donc voilà. C'est quelqu'un qui va pratiquer la joute verbale, qui va être en permanence dans la manipulation. Il est soit dans la séduction, soit enfin, en train d'essayer de plaire à son interlocuteur, soit en train de faire du chantage affectif, soit en train de jouer sur la culpabilité ou sur la peur de l'autre. C'est quelqu'un qui va créer une relation d'emprise, donc d'autorité sur une personne, mais c'est pas juste une relation d'autorité, ça va plus loin, dans le sens où il essaye de penser à la place de la personne, de lui expliquer comment elle devrait se comporter, ce qu'elle devrait faire, ce qu'elle devrait dire, ce qu'elle devrait penser. C'est quelqu'un qui va vivre à travers le conflit, la dispute, qui accorde une importance démesurée à la manière dont les autres le perçoivent. Donc la manière dont les autres le perçoivent, c'est la chose la plus importante pour lui. Et pour ça, il est prêt à faire du mal aux gens. Et c'est quelqu'un qui va exister, qui va se sentir exister uniquement dans le rapport de soumission, en fait. Donc il peut exister que s'il domine ou que s'il est dominé. Mais il n'arrive pas à exister en tant qu'égal à égal. Donc si tu le mets en tant qu'égal à égal, il va bugger, il va essayer de dominer en permanence. Il ne peut pas rester dans une relation égal à égal, c'est impossible. Et il vit dans une sorte de délire, dans le sens où, au sens clinique du terme, où il y a une couche de son esprit qui est enfin, c'est métaphorique, mais c'est pour dire que, ben, en fait, on a tous des névroses, on a tous eu, ou on a tous des névroses, des sortes de troubles mentaux qui nous empêchent de voir la réalité correctement, mais le principe d'une névrose, c'est qu'on sait qu'on a un problème et qu'on est OK pour peut-être se remettre en question ou pour envisager qu'il est possible qu'on ait une responsabilité dans notre problème. Mais le pervers narcissique, en fait, son trouble de la personnalité est tellement épais que tu ne peux pas accéder à la personne qui est derrière le personnage. Et tu parles uniquement à une série de mécanismes et d'automatismes. Donc après, c'est peut-être un peu pointu ce que je dis pour les personnes qui ne connaissent pas trop. Mais en gros, si on côtoie un pervers narcissique, c'est une personne avec laquelle on n'arrivera jamais à se sentir qu'on peut vraiment être soi-même, du moins à part au début de la relation s'il y a une lune de miel. Mais c'est une personne avec laquelle on va côtoyer juste une série de mécanismes qui sont basés sur mimer des émotions. Et toutes les émotions sont mimées et théâtralisées, sauf la colère qui peut être réelle, mais qui est elle aussi souvent théâtralisée. Wow. C'est assez violent comme ça, hein. Défini comme ça, tu veux dire? Ouais, enfin, surtout si tu rencontres ce genre de personnes dans ta vie, ça doit être complexe. Oui, alors tu m'as demandé pourquoi c'est destructeur. Ce qui est destructeur, alors il y a plusieurs points qui sont destructeurs. Il y a le point de base, c'est qu'il est en permanence dans la manipulation. Mhm. Donc en fait, c'est des personnes que quand on est en relation avec elles, on ne sait pas trop ce qu'on doit dire ou comment on doit se comporter, ou on sent le gêne, ou on sent l'habitude d'essayer de leur plaire. Et en fait, si tu réponds pas à leur manipulation, ben, tu ne peux plus avoir de lien avec. Il n'y a plus rien à dire. Si tu ne te laisses pas manipuler, il n'y a plus rien à dire. Pour moi, toutes les relations avec des pervers narcissiques, à part si on prend le dessus et on leur pose des cadres, et, enfin, dans le monde du travail, un truc dans le genre, mais à part ça, toute la relation avec un pervers narcissique, c'est toxique. C'est quelqu'un qui, en général, ils vont créer des relations d'emprise avec leur partenaire ou les membres de leur famille ou n'importe qui. Et ils vont au départ créer une relation bien, surtout dans le cas du couple, ce qu'on appelle la phase de lune de miel, c'est un conte Ouais. de fées. Et petit à petit, il y a, il y a le poison qui va infuser dans la relation. Donc, il va monter en violence et en méchanceté petit à petit. Et au départ, il y a 100% de bien, après il y a 1% de négatif, et après il y a 50% de négatif et 50% de positif, et les ratios ils s'inversent. De sorte qu'à la fin, il n'y a que du négatif à la fin de la relation, quand c'est la guerre. Et Après, mhm. Oui, vas-y. Est-ce que c'est compliqué de sortir de ce genre de relation avec un Alors oui, pervers c'est narcissique? compliqué. Mhm. Oui, excuse-moi de t'avoir coupé, oui. Tu voulais me dire? Non, c'est bon. Ok, toutes mes excuses. Je croyais que tu avais fini. Alors, Désolé. c'est compliqué, pas de souci. C'est compliqué de deux manières d'en sortir. La première, c'est tous les blocages mentaux chez la personne qui a subi l'emprise et elle va avoir du mal à se défaire de ça. Et la deuxième, c'est le pervers narcissique qui va faire beaucoup de harcèlement et qui va essayer de nuire le plus possible à sa victime. Du moins, dans la plus grande partie des cas, ça se passe comme ça. Donc, les blocages mentaux qui empêchent de quitter un pervers narcissique,
c'est ce que la personne va ressentir dans la relation d'emprise, et c'est pour ça qu'elle reste avec une personne qui est si négative, surtout à la fin de la relation. Donc en gros, c'est la culpabilité, la peur de le laisser, la peur de l'abandonner. Il y a la croyance qu'on est une mauvaise personne si on le quitte parce qu'on lui doit quelque chose. Il y a la peur de ce qu'il pourrait faire, de ce qu'il pourrait faire aux enfants, si on a un couple, du drame familial que ça pourrait générer, si c'est quelqu'un de la famille. Ou, il y a aussi la colère et le sentiment d'injustice. On veut lui expliquer les choses pour qu'il les comprenne et pour qu'il admette qu'on a raison ou qu'il accepte de reconnaître ses erreurs ou ce genre de trucs. Ça aussi, ça peut être un gros frein qui est souvent sous-estimé Mhm. à la séparation. Il peut y avoir la peur des représailles, des vengeances et du mal qu'il pourrait faire. Donc, l'impression d'être en danger si on le quitte parce qu'il pourrait faire du mal. Et c'est important de le prendre en compte aussi, ça, et de ne pas prendre ça à la légère. Et ensuite, il y a son harcèlement. Donc, il va essayer d'influencer dans un premier temps la victime à revenir. Pour ça, il va utiliser du chantage affectif, du chantage au suicide des fois. Il va utiliser de l'intimidation, mandater les membres de l'entourage de la personne qui veulent partir à revenir enfin, il va mandater implicitement ou explicitement des membres de ton entourage à te dire qu'il faut que tu reviennes vers le pervers narcissique parce que c'est mal que tu partes, ou parce qu'on n'abandonne pas ses parents comme ça, ou parce que tu comprends, il souffre trop sans toi, ou, bref, peu importe. Ensuite, il va mettre de la pression en se pointant à ton lieu de travail, en allant dans ton domicile, en te harcelant de messages. Et ensuite, il y a aussi ce qui est dur, c'est le manque à dépasser. Enfin, bref, il y a plein de trucs, quoi. Et aussi, il peut faire. Le pire, c'est quand il y a des enfants avec et qui se sert des enfants pour faire de l'aliénation parentale et monter les enfants contre l'autre parent. Enfin, bref, c'est difficile pour les personnes qui vivent ça, en tout cas, d'en Ouais, sortir, surtout s'il y a des enfants. c'est hyper malsain, hein. Enfin, c'est impressionnant. Euh, Là, on est clairement dans une relation toxique. Tu, Tu parles aussi beaucoup de ça sur ta chaîne. Est-ce qu'il y a un autre type de relation toxique que tu pourrais expliquer pour nos auditeurs en dehors du pervers narcissique? Oui. Alors, une relation toxique, c'est une relation où il y a un des deux membres ou les deux membres qui doivent souffrir pour maintenir la relation en place. Hmm. Donc, c'est une relation dont un des piliers, c'est la souffrance d'un des deux membres du couple ou des deux. Et il y a d'autres relations toxiques que les pervers narcissiques, mais les pervers narcissiques regroupent tous les critères de relations toxiques. Donc, en gros, il y a des relations, il y a juste un des points, par exemple, euh, je réfléchis. Par exemple, quelqu'un qui va souvent te faire des reproches ou s'il y a une relation, je sais pas moi, quelqu'un qui trompe sa femme ou qui trompe son mari et qui lui fait croire qu'il ne la trompe pas, ça peut être une relation toxique pour la personne, Ouais. mais c'est pas pour ça qu'il y a tout le reste en fait. Donc, il peut y avoir d'autres schémas, par exemple un membre du couple qui essaye de changer l'autre mais il va pas forcément le persécuter, il va pas forcément le dévaloriser en permanence, ou il va pas forcément monter les membres de sa famille contre lui, ou essayer de l'isoler et tout, mais il va essayer de le changer, lui dire comme il devrait se comporter, lui mettre une pression pour ça. Enfin, le pervers narcissique, il regroupe tous les critères de relation toxique en une personne. Et c'est la relation toxique suprême, en fait. Hmm. Ouais. Tu as aussi la dépendance affective qui est souvent présente. Oui, voilà, dépendance affective, merci de l'avoir cité, en effet. Donc, je pense qu'il y a des relations qui sont partiellement toxiques, donc où il y a, par exemple, de la dépendance affective, mais il y a aussi d'autres choses bien dans la relation. Et le pervers narcissique, il y a 100% de toxicité. Mais les gens, des fois, ils ne le voient pas. Et ils se disent, il y a quand même des bons moments. Mais les bons moments Hmm. avec lui, en fait, c'est pas des bons moments parce que si tu observes bien, il est dans la manipulation et dans la tentative de t'amener dans une émotion précise. Mais ça, souvent, on ne le voit pas, quoi. Ok. En tout cas, bravo à toi de t'en parler dans le monde francophone, puisque je pense que ça doit créer des souffrances assez énormes pour les gens qui subissent ça. C'est ça, tout à fait. Merci. Ok, on va switcher sur un autre thème, si tu es d'accord. Je t'en prie. Par rapport Enfin, avant, j'avais encore un autre truc par rapport à ça. Est-ce que tu t'es intéressé à la psychologie des humains?
C'est un truc qui t'intéresse, comment l'humain fonctionne, les différents types de personnalités et tout ça? Je m'intéresse à la psychologie des humains, en effet. Après, peut-être pas sur cette approche-là, ou les différents types de personnalités. Je me suis pas vraiment penché dessus, mais je m'intéresse à la connaissance du fonctionnement de l'esprit, de la production des émotions, de la création du schéma de pensée, de changer de paradigme. Enfin, je m'intéresse à plein de choses au niveau du fonctionnement de l'esprit. Après, j'ai mon Hmm, approche, mes recherches. super. Et tu sais, sur ma chaîne Vivre Introverti, la ligne directrice, c'est la connaissance de soi. Tu vois, apprendre à se connaître pour mieux vivre son introversion. Pour toi, la connaissance de soi, c'est quoi? Est-ce que c'est une clé fondamentale ou comment tu vois les choses? Bah, merci de partager ce que tu fais sur ta chaîne. Je pense que ça aide pas mal de monde. Et je pense que la connaissance de soi, c'est très important aussi. Et que c'est aussi une clé majeure. C'est peut-être même le plus important aussi, hein. Pour moi, c'est très très important. Je suis entièrement d'accord. Personnellement, est-ce que tu as eu un avant et un après ou comment tu t'es développé en tant qu'humain? Est-ce que tu as eu, tu vois, moi par exemple, j'ai eu l'impression d'avoir deux vies, une avant 30 ans et une après 30 ans. Est-ce que toi, ça a été progressif ou tu as eu aussi un gros déclic dans ta vie? Les deux. J'ai eu des moments progressifs et j'ai eu des gros déclics. Et j'ai l'impression d'avoir plusieurs vies aussi. Hmm. Euh, et en effet, la connaissance de soi, ça m'a permis de me libérer de beaucoup de blocages que j'avais. J'ai eu des moments où j'ai passé des paliers et où c'est bing, un petit shift, une prise de conscience, et des moments où ça venait pas et où j'ai dû opérer moi-même des changements progressifs. Hmm. Et j'avais envie qu'on parle du sport aussi. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu es sportif de nature ou c'est venu avec le temps? Alors, pas du tout de nature, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, j'aimais pas du tout le sport. J'en faisais jamais Ouais. et je trouvais ça chiant. Bon, après à l'école aussi, ce que j'avais pas vraiment de sportif dans mon entourage et ce que je voyais, c'était à l'école, il y a un prof de sport en survêt qui ne montrait jamais les mouvements et qui bon, voilà, c'était pas le truc le plus motivant. Mais Hmm. bref, c'était juste moi, j'aimais pas ça et puis un jour, j'ai voulu faire de la muscu, je sentais l'appel, je sentais que j'aimais bien être musclé, que j'avais envie d'être musclé. Et j'ai un de mes collègues avec qui je travaillais à la CAF à l'époque, qui m'a grave motivé à faire de la muscu. Il m'a emmené faire une première séance de muscu avec lui. Bon, il m'a détruit pendant, je crois, 6 jours de suite. J'avais du mal à enlever mon t-shirt. J'ai même pleuré une fois. Quand j'étais chez moi, j'avais des courbatures des ténèbres. C'était Ah hardcore. Et après ça, ça m'a motivé. Je me suis inscrit à la salle. Et depuis 2013, je fais de la salle de muscu. ouais. Hmm. Donc dédicace à mon ami qui m'a motivé. Mais sinon, voilà, depuis 2013, je fais de la muscu non-stop. Ouais, le sport a tellement d'effets bénéfiques sur la vie d'une personne, c'est incroyable. C'est clair, je suis bien d'accord. Et c'est lié aussi à ton mode de vie. En général, quand tu es sportif, tu as un mode de vie assez sain, en tout cas dans la logique. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu prêtes importance d'avoir un mode de vie sain? Ah, tout à fait. Bah, déjà, c'est clair que rien que pour la muscu, si tu n'as pas un mode de vie sain, ça marche pas bien parce que si tu dors pas assez, ben, enfin moi, si je dors pas assez pour la muscu, je suis fatigué. Et donc, je fais des moins bonnes séances. Et donc, après, je retiens que mes séances sont une espèce de calvaire où je me force. Et donc, j'ai moins envie d'y aller, j'ai moins de motivation et ça prend moins. Il faut que je dorme assez, suffisamment. Il faut que je mange équilibré. Il faut aussi, enfin, c'est important pour moi, il faut que je respecte mon rythme et que je me nourrisse de bonnes choses. Enfin voilà, que je fasse des choses qui me plaisent. C'est important. Ouais, c'est tout un tas de paramètres qui s'imbriquent les uns dans les autres et c'est C'est important ça. de tous les respecter. Je vois ça un peu comme une construction que je Hmm. construis dans ma vie petit à petit. J'ajuste mon mode de vie, je rajoute des trucs, j'enlève des trucs
Et il y a des cycles aussi, des cycles où je suis plus déterminé pour telle chose, des cycles où je m'autorise à manger quelques trucs sucrés de temps en temps, des sucreries, des périodes où je mange pas mal de gâteaux et des périodes où rien du tout. Et voilà, je le fais au feeling, en fait, je m'écoute. Et au niveau des activités, tu es axé musculation, tu fais d'autres sports aussi ou d'autres activités en parallèle? Non, je fais que de la muscu. Euh, je fais de la muscu en salle principalement et pendant le confinement, les salles étaient fermées. Du coup, j'ai acheté des élastiques pour faire ça au poids du corps. Et il se trouve que j'y ai pris goût là. Je ne peux pas retourner à la salle tout de suite. Je vais attendre un peu. Mhm. Je vais attendre qu'il refasse froid. Et je pense pendant l'été, je vais de nouveau continuer avec des élastiques, tu vois, pour faire ça au poids du corps dehors. C'est du lourd. Ouais, génial. Et, euh, et je prends pas de protéines ou rien, enfin pas de protéines en poudre ou aucun complément ou rien du tout. Je mange juste bien en fait. Et puis voilà. Et je sais pas si tu connais l'application Freeletics. Non, c'est quoi? Ah, ok, moi j'ai commencé en janvier. En fait, c'est une application justement qui te permet d'avoir des programmes sur mesure. T'as chaque jour un programme différent avec un coach et tout. C'est super intéressant. Euh, je sais pas, je t'invite à découvrir si tu as l'occasion. Je pense que ça peut te Bah, je plaire. vais checker ça, hein. Si je suis à la recherche de programmes, j'irai voir ça. Toi, Hmm. tu fais de la muscu aussi. Je crois que tu avais monté un truc pour faire des tractions chez toi. Tu avais montré sur Facebook à Ouais, l'époque. ouais, ouais. Bah ouais, là le confinement, ça m'a vraiment aidé. En fait, je m'entraîne chaque matin. C'est la première chose que je fais. Et comme c'était un truc pas facile pour moi de m'entraîner ou pas un truc évident à première vue, le fait de le faire directement le matin, ça m'aide beaucoup. Donc là, je fais 5 fois par semaine et je fais aussi un peu de yoga. Ça me, Bravo, ça m'aide beaucoup. Ouais. c'est top. En tout cas, si ça te tente, les élastiques, c'est puissant. Ouais, j'en ai chez moi aussi. Ouais. C'est cool. Ok, et un petit mot sur l'alimentation. Tu cuisines, comment ça se passe? Je cuisine, ma compagne aussi cuisine, très bien d'ailleurs. Oui, je cuisine. Bon, alors, quand entre midi et deux pour les consultations, je mange des repas très rapides entre les consultations. Donc, j'ai des repas très rapides, du riz, un truc à réchauffer, ou une omelette, ou un steak végé, ou un truc dans le genre, ça se mange vite. Mhm. Et quelques légumes, enfin, sans préparation, quoi, genre une boîte de macédoine, ou des légumes que je coupe, des légumes frais, ou un truc dans le genre, tu vois. Après, sinon, je cuisine, j'essaie de manger bien, équilibré, enfin d'équilibrer mes repas, de pas manger toujours les mêmes choses ou les mêmes types d'aliments. Et puis voilà, je mange 3 repas par jour, ou même des fois quelques petites collations, mais des trucs sains, pas genre des gâteaux, mais plutôt des trucs qui sont bons pour la santé, un fruit ou je sais pas, un peu ou du fromage ou un truc dans le genre. Bref, voilà, je m'écoute, je regarde ce que ça fait sur mon corps et j'écoute ce dont j'ai besoin. Et tu privilégies la qualité aussi? C'est-à-dire les aliments bio, ce genre de trucs. Ouais, des trucs locaux ou naturels. Est-ce que c'est important pour toi? Pas spécialement. Ok. Je pense que c'est des choses qui sont cool et que c'est bien de le faire, tu vois. Mais après, j'encourage pas spécialement les gens à le faire parce que moi je le fais pas, donc ça le ferait pas. Mais voilà. Après, mais je mets pas mal de temps dans mon travail en fait, et donc je m'accorde pas énormément de temps pour faire des courses, pour aller choisir mes légumes au marché, ou ce genre de trucs, Mhm. tu vois. En général, je fais les courses une fois, j'achète le plus de trucs possible, je le ramène chez moi. Et des fois, je fais des petites courses d'appoint, mais j'essaie de limiter. Et ça ressemble à quoi une journée de Stan en général? Alors, je me lève, je fais caca en scrollant Facebook. Ah oui, attends, faut placer le caca dans la journée. Genre, Oui, on le fait évidemment. pas. Quand on raconte nos journées types, les gens, ils racontent pas le caca, tu vois. Genre ils en ont pas, quoi. Ils le font dans les journées qui sont pas des journées types, tu vois, genre le dimanche. Ils Ouais. font le caca de la semaine. Désolé, c'est la fin de journée pour moi, je suis un peu fatigué. Donc, alors, journée type, ça dépend. Il y a les journées de consultation et les autres journées. Les Mhm. journées de consultation, je me lève le matin, Euh, je prends mon petit déjeuner. Bon, il y a les toilettes, ok. Je,
Excuse-moi. Excuse-moi, Stéphane. Non, c'est très bien. Alors, je me lève, je prends mon petit déjeuner. Je prends mon petit déjeuner. Je réponds à mes mails. Je réponds à tous mes messages de partout. Donc, il y a plein de trucs à faire. Plein de messages, boîte mail, messages Facebook, Facebook Pro, je check mon site. YouTube, je vais faire du sport. Je vais faire de la muscu. Je commence les consultations. J'en enchaîne 4 en général. Parce que c'est mon max. Je fais 4 consultations de 1h30. Après ça, Ah ouais, je mange entre les consultations. Entre deux consultations, je mange un petit repas vite fait, comme ça je gagne du temps pour le repas. Et je passe pas trois plombes à cuisiner, à manger, à faire la vaisselle et tout. C'est bien de temps en temps, hein, mais moi j'ai pas envie de faire ça tous les jours parce que j'ai pas envie de passer, je sais pas, 3 heures de ma journée à la nourriture tous les jours. Ça ferait perdre du temps. Donc ouais, pareil. voilà. Hmm. Toi aussi tu fais des repas vite fait. Bah, je suis tellement absorbé par ce que je fais à côté que limite, ça me casse les couilles, tu vois, de prendre du temps pour faire à manger, quoi. Ah, je te comprends, hein, je fais un truc vite fait. Faut pas plus de 15 minutes de préparation, pas plus de 15 minutes à manger pour moi. Ouais. Et ensuite, je reprends les consultations le soir. Bah, ça dépend des soirs, hein. Soit je continue à répondre à mes mails, soit je travaille encore un peu et je bosse sur mon site, ou sur des vidéos, où j'écris mes vidéos, ou je bosse sur des projets que j'ai, enfin voilà, des trucs dans le genre. Après, le soir, ben, bah, souvent, je passe du temps avec ma compagne et bah, on fait des trucs ensemble, on mange, ou on sort, ou on regarde des trucs. Hmm. Voilà. Après, je dors, j'essaie de pas dormir trop tard, jamais après minuit. En général, je me couche entre 22h et minuit, ça dépend des soirs. Et des fois, même entre 21h et minuit, quand je suis vraiment claqué. Et après, je me lève à 6h15 le matin, en fait. Et puis voilà, après les journées sans consultation, c'est pas des journées types. Je me lève toujours à 6h15, je réponds à mes mails, je vais à la muscu, mais après, je fais d'autres choses. Soit je fais des tournages de vidéos au lever du soleil, soit je bosse sur mes projets, sur mon ordi, sur mes textes, enfin sur mes écrits, enfin, voilà, ou Ouais. sur d'autres choses. Oh, t'as des journées assez remplies, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Et est-ce que tu es comme moi à prendre énormément de plaisir en fait dans le processus, dans le partage? Est-ce que ça te donne aussi cette énergie, toi? Dans quoi est-ce que tu prends du plaisir? Est-ce que tu peux développer? Bah, tu vois, dans le fait de gérer la communauté, de faire des vidéos, de faire des accompagnements, c'est ça ta Toi aussi, source tu fais de... des accompagnements? Ouais, j'ai commencé. Ah, cool, tu fais aussi des consultations en fait? Ouais, pour les introvertis. Ah, génial. Bah, bravo à Ouais, toi de te lancer là-dedans, c'est cool, c'est top. Bravo. merci. Euh, ouais, moi j'adore faire ça, ouais. Si je le fais parce que j'aime bien le faire. Et si j'aimais pas, je le ferais plus. Ou je Hmm. trouverais une solution pour faire d'autres choses. Mais en tout cas, voilà, moi j'aime le faire, ouais. J'aime créer des Ok. vidéos et j'aime faire des accompagnements. En plus, c'est bien parce que je parle tout le temps à des nouvelles personnes. C'est des belles choses en fait. Enfin, j'aime bien rencontrer des gens et parler avec des gens. Bah, ça fait des rencontres. Enfin, mon but, c'est de les aider à 100% en consultation. Mais rien que ça, c'est riche de communiquer avec de nouvelles personnes dans la journée. Et puis voilà, j'aime ça. Je rencontre du monde, c'est cool. Ouais, C'est la richesse du contact avec une autre personne, même si c'est juste dans le but du coaching. Mhm. C'est une belle chose, je trouve. Ouais, super. Bravo pour tout ce que tu as mis en place. C'est inspirant. Merci Stéphane. Et Bravo à toi aussi. je sais qu'il nous reste peu de temps. Est-ce que tu as déjà une prochaine retraite spirituelle pour cette année ou comment ça se passe? Tu as déjà des dates? Alors, j'ai celle de septembre et octobre. Donc, Ouais. j'en ai une du 16 au 19 septembre et une du 8 au 11 octobre, mais je pense qu'elles sont toutes les deux complètes. Mhm. J'aurai des confirmations dans les prochains jours, mais normalement, elles sont toutes les deux complètes. Et j'en ai pas d'autres qui sont prévues, mais j'ai un projet du Ouais. tonnerre de Zeus. Je plaisante. Ouais. Mais j'aimerais bien organiser des voyages initiatiques aussi. Donc, il y a plus des retraites où il y a plus le côté aventure. Donc, je sais que tu fais aussi ça dans le désert et que tu fais Mhm. aussi des voyages dans le désert, des retraites dans le désert. C'est super riche. J'aimerais bien participer à une de tes retraites un jour quand je sentirais que c'est le moment pour moi, mais c'est une expérience que j'aimerais bien faire dans ma vie. Mhm. Et je pense que je ferai des retraites
avec du voyage, de l'aventure aussi, pas dans le désert, plus en Asie. Mais je pense que je vais faire ça. Ouais, moi j'ai plusieurs formules et j'ai une retraite où tu restes une semaine dans le désert. Et j'ai une autre Ouais, formule qui s'appelle voyage en conscience. Et là, c'est plus un road trip où on part de Marrakech jusqu'au désert. Et chaque jour, on a une étape différente et c'est super enrichissant. ouais, c'est du lourd ça. Ouais, j'aime beaucoup. Et tu prends combien de personnes maximum? Ah, déjà, j'aime beaucoup ce que tu fais, hein. Je trouve ça inspirant, hein. Les voyages que tu fais, changer Merci. de décor comme ça, rencontrer des gens, voyager avec les gens surtout, c'est trop beau ça. Ça crée des liens. Alors Ouais, moi, je prends 8 personnes max pour les participants. ouais, Comme ça, je super. peux consacrer du temps et de l'attention à chacun. Ouais, moi, je suis à 6. C'est mon max. Après, c'est pas la même chose non plus parce que toi, tu fais des voyages et moi, pour les personnes, c'est pour l'instant, c'est sur place. Je verrai combien je ferai pour les voyages aussi. Peut-être que j'aurai moins de personnes. Ouais, ouais. Faut trouver le bon équilibre pour chacun, quoi. Exactement. Dernière question, si tu le permets. Je le permets. Quel est ton prochain rêve sur lequel tu aimerais mettre ton énergie pour le réaliser? Peut-être que c'était ce que tu disais, mais C'est une belle question. Je sais pas trop comment l'exprimer, mais ça en fait partie en tout cas. J'exprimerai plus tard. Pour l'instant, c'est encore à l'idée d'image dans mon esprit. Mais c'est je présent. pense Hmm. c'est présent et je pense que ce sera pour aider les personnes à se sentir plus libres. Mais je le mettrai en place un peu plus tard. Mais pour l'instant, j'ai déjà ce rêve, cet objectif d'organiser des voyages initiatiques. Pour, pour ça, dans un premier temps, je vais voyager moi-même et je vais vivre un peu l'aventure moi-même. Et après, j'organiserai une aventure pour les gens aussi. Hmm. Génial. Bon, en tout cas, je me réjouis de pouvoir te rencontrer au Maroc ou on ne sait pas où. Tout est possible. C'est réciproque. Tu peux nous partager les liens vers tes réseaux? Comment est-ce qu'on peut te contacter? Ouais, tu peux remettre les liens dans la description de la vidéo Bien sûr, pour oui. les gens. Il y a ma chaîne YouTube. Si tu tapes Stan Carré sur YouTube, tu trouves ma chaîne YouTube. Si tu tapes massophrologie.fr en un seul mot, c'est mon site internet, massophrologie.fr. Et puis voilà, il y a ma page Facebook, Stan Carré aussi. Et enfin, tu tapes Stan Carré, ma sophrologie sur Facebook, et il y a mon Facebook. Puis voilà, c'est un peu les liens de mes réseaux. Et sinon, il y a surtout ma chaîne YouTube et mon site, il y a tout dessus. Et Facebook, bah, je partage des actus aussi. Donc voilà. Génial. Et dans quelques mois, je vais lancer un podcast, donc peut-être qu'on se retrouvera pour un épisode du futur podcast. On, on Ça reste en marche, lien dans avec tous les cas. plaisir. Merci à toi qui as écouté cet échange jusqu'au bout. Tu fais partie des petits pourcents qui tient jusqu'au bout. Donc, félicitations. Et merci beaucoup, Stan. T'es un humain super inspirant et c'est une joie de te connaître et de pouvoir faire partie de ce réseau, tu vois, de ton réseau. Merci beaucoup, cher Stéphane. Mais toi aussi, hein, tu es inspirant dans ce que tu fais. Tu as changé de vie pour aller vivre au Maroc, dans un beau pays. Tu as écouté ton cœur pour ça. Franchement, c'est du lourd. Tu t'assumes, tu parles en public de ce que tu découvres, de ce que tu es, et tu avances vers une quête d'acceptation ou d'accueil plutôt de soi. Ouais, Et je trouve ça inspirant aussi. Donc, merci à toi pour tes partages. ok. Bah, merci beaucoup et on reste en lien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.